Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'occasion de son 400e anniversaire, nous partons sur les traces de Molière. De son vrai nom, Jean-Baptiste Pauquelin, né à Paris en janvier 1622, il fait des études de droit pour devenir avocat, mais préfère finalement fonder sa propre troupe de théâtre. C'est à ce moment-là qu'il prend le pseudonyme de Molière. Vous voulez en savoir plus? Venez avec moi. Fils de Jean Pauquelin et de Marie Cressé, Jean-Baptiste Pauquelin est né dans les premiers jours de 1622, ce qui fait de lui, à quelques années près, le contemporain de Cyrano de Bergerac, de Antoine de Furetière, de Jean-Baptiste Colbert, de D'Artagnan, de Ninon de l'Enclos, de Jean de La Fontaine, du Grand Condé, ou encore de Blaise Pascal. Les deux parents du futur Molière sont des bourgeois aisés, comme en témoignent les inventaires après décès. Du côté maternel, un de ses oncles collabore à la musique des ballets de cour et nommé en 1654 compositeur de la musique des 24 violons du roi. En 1631, Jean Pauquelin rachète un office de tapissier ordinaire de la maison du roi, dont 5 ans plus tard, il obtiendra la survivance pour son fils aîné. La même année, il perd sa femme, sans doute épuisé par 6 grossesses survenues entre janvier 1622 et mai 1628, et se remarie avec Catherine Florette, qui meurt à son tour en 1636 après lui avoir donné 3 autres enfants. Dès l'enfance, le jeune Jean-Baptiste Pauquelin assiste à des représentations théâtrales, surtout des farces et des parades de comédiens ambulants. Il fait de solides études au collège de Clermont de Paris où il étudie les mathématiques, la physique, la philosophie, la danse et l'escrime. Il apprend également le latin, ce qui lui permet de lire dans les textes originaux les comédies de Plaute, de Terence dont il s'inspirera souvent. À 20 ans, il fréquente l'université d'Orléans. Il rencontre en 1643 une famille de comédiens, les Béjart. Il renonce à succéder à son père comme tapissier du roi. Il décide de devenir comédien. En juin 1643, s'associant Béjart, il fonde avec eux la troupe de l'illustre théâtre. Il choisit le nom de scène de Molière. Sa troupe, environ d'une dizaine de comédiens, joue des tragédies à la mode. Il se heurte aux troupes installées à Paris comme celles de l'Hôtel de Bourgogne ou du Marais. Les dettes s'accumulent. Un moment, Molière est même emprisonné au château. C'est dans l'année 1644 que Jean-Baptiste Pauquelin prend pour la première fois ce qui deviendra son nom de scène puis d'auteur. Le 28 juin, il signe de Molière. À partir de 1646, l'illustre théâtre parcourt la France. À cette époque, des troupes itinérantes sillonnent les routes de France, menant le plus souvent une vie précaire, dont Scarron a brossé un tableau haut en couleur dans son roman comique en 1651. En dépit de la célèbre déclaration formulée le 16 avril 1641 par Louis XIII à l'initiative du cardinal de Richelieu qui levait l'infamie pesant sur les comédiens, l'Église continue de s'opposer aux représentations théâtrales. Quelques troupes cependant jouissent d'un statut privilégié qu'elles doivent à la protection d'un grand seigneur amateur de fêtes et de spectacles. Durant l'été 1653, le prince de Conti, qui après avoir été l'un des principaux chefs de la Fronde, quitte Bordeaux pour venir s'installer avec sa cour dans son château de la Grange des Prés à Pézenas. Il est à présent le 3e personnage du royaume. En septembre, la troupe de Molière est invitée à y donner la comédie devant le prince. Ce sera le début d'une étroite relation intellectuelle entre le prince et le comédien. Quand je donne une place, je fais un ingrat et sans mécontent. En plus d'être un monarque avide de culture et de distraction, Louis XIV avait de l'esprit. Pas étonnant qu'il ait apprécié instantanément les farces puis les grandes comédies de Molière, de 16 ans son aîné. Lorsqu'en 1658, Philippe d'Orléans, duc d'Anjou et jeune frère du roi, reçoit pour ses 18 ans les attributs d'un grand prince européen, il dote son château de Saint-Cloud d'une troupe de théâtre, celle de Jean-Baptiste Pauquelin, dit Molière. Ainsi, quand Louis XIV, âgé de 23 ans, accède réellement au pouvoir en 1661, le dramaturge jouit déjà d'une certaine notoriété. Le roi Soleil prend vite conscience de son talent. S'il n'assiste pas à son premier grand succès, Les Précieuses Ridicules, joué en novembre 1659, il en va entendre parler. Louis XIV est alors au Pays Basque pour rencontrer l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, qu'il épousera l'année suivante. Les Précieuses Ridicules sont un tel triomphe que le texte est officiellement publié avec l'autorisation de son auteur.
Le monarque en reçoit un exemplaire à Saint-Jean-de-Luz. Dès son retour à Paris, installé au château de Vincennes, il fait venir le comédien pour jouer l'étourdi, le dépit amoureux, les précieuses ridicules et Sargnadelle, ou le cocu imaginaire. Le roi adore. Le roi Soleil a désormais deux favoris. Molière le fait rire et Racine le fait pleurer. Mais il aime aussi danser lors des ballets. Pour la fête grandiose organisée par le surintendant des finances Nicolas Fouquet en l'honneur de Louis XIV le 17 août 1661, dans son château de Vaux-le-Vicomte, Molière écrit Les Fâcheuses. Une œuvre mêlant comédie et danse. Si le souverain est irrité par tant de faste, il fera arrêter Fouquet quelques jours plus tard. Il apprécie la création du dramaturge, auquel il suggère même d'ajouter un personnage. Molière s'exécute et une semaine plus tard joue à Fontainebleau une nouvelle version des Fâcheuses. Louis XIV est ébloui par une telle réactivité. Dès lors, Molière s'associe au musicien Jean-Baptiste Lully pour créer des comédies-ballets toujours plus somptueuses. Il n'abandonne pas pour autant la comédie pure et écrit L'école des femmes, Le Tartuffe, Le Misanthrope. À l'Épiphanie, en janvier 1663, la troupe est invitée au Louvre pour jouer L'école des femmes. Et les gazettes de l'époque racontent que le roi, la reine-mère, veuve de Louis XIII, se tenaient les côtes pour rire, capable d'écrire en quelques jours des pièces fortes et drôles. Molière est aussi reconnu comme un auteur comique qui révolutionne le jeu. Il entrecoupe les textes de grimaces, de petits cris, une sorte de Louis de Funès du XVIIe siècle. Toutefois, ces œuvres ne plaisent pas à tout le monde, notamment aux religieux et aux dévots. Ceux-ci condamnent aussi Louis XIV, qui vit en permanence dans l'adultère. Le roi a des appétits extraordinaires, aussi bien en nourriture qu'en sexe. Ainsi, quand le Tartuffe ou l'Hypocrite s'attire de la dévotion et joué en 1664 à l'occasion de la somptueuse fête des plaisirs de l'île enchantée, l'archevêque de Paris fait pression le lendemain sur le souverain pour faire interdire la pièce. Celle-ci sera suspendue et ne sera rejouée qu'en 1669 dans une nouvelle version intitulée Le Tartuffe ou l'Imposteur. Toute sa vie, le roi n'aura cessé de protéger Molière, qui ne connaîtra jamais de disgrâce. Il a été écrit que quelque temps avant sa mort, celui-ci n'était plus convié à jouer devant Louis XIV. En fait, le quatrième enfant du roi, âgé de quelques jours, venait de mourir. La cour était en deuil et aucune pièce n'était donc donnée. L'autre particularité de Molière face au souverain est qu'il a hérité d'une charge de valet de chambre, tapissier du roi, acheté à la cour par son père. Ainsi, un trimestre par an, vêtu d'une magnifique livrée bleue, comme tous les officiers royaux, il a chaque matin accès privilégié à la chambre de Louis XIV. Éveillé à 8 heures, ce dernier se lève à 8h15, s'assit sur sa chaise percée, tandis que les valets refont son lit. Aucun autre artiste n'a été aussi intimement lié au roi. Quand le dramaturge meurt en février 1673, quelques heures après la 4e représentation du Malade imaginaire, Louis XIV n'a pas encore vu la pièce. Il la découvrira l'année suivante. 7 ans après la mort de Molière, le roi Soleil fusionne par ordonnance sa troupe et celle de sa rivale de l'Hôtel de Bourgogne, fondant ainsi la fameuse Comédie Française. Comme on l'a vu, durant toute sa vie à la cour, Molière est protégé par Louis XIV, lui permettant de composer une trentaine de comédies en vers ou en prose, accompagnées ou non d'entrées de ballets et de musique, qui constituent un des piliers de l'enseignement littéraire en France. Il continue de remporter un vif succès en France et dans le monde entier, et reste l'une des références de la littérature universelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.